Bon. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, de nouvelles protestations non violentes sont annoncées pour exiger la libération de toutes les personnes arrêtées dans le cadre des manifestations du 22 septembre 2020. Des leaders politiques et acteurs de la société civile réunis au sein du mouvement Stand Up for Cameroon dénoncent un régime oppressif qui agit dans l'illégalité, la brutalité et la violation des droits fondamentaux des citoyens camerounais. Un tel scénario, une telle attitude répressive fait-elle planer le scénario cauchemardesque d'une crise anglophone qui s'est aggravée depuis 2016? Analyse et décryptage dans le chapitre politique du 20h. Et à l'international, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara met en garde les fauteurs de troubles à l'approche de l'élection présidentielle. Il rejette les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme, lesquelles décisions demandent de réintégrer Laurent Gbagbo et Guillaume Soro dans le processus électoral et cette élection présidentielle. Comment réagit l'opposition? On fait le point dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, faisons le point sur les chantiers de la CAN et du CHAN. Vous le savez, il y avait des travaux de réhabilitation et d'agrandissement de la pénétrante est de Douala. Où en est-on à 4 mois du CHAN 2021? Les travaux sont aux arrêts. Les populations déplorent le visage hideux de l'entrée est de la capitale économique du Cameroun. Un véritable calvaire que vivent également les usagers sur la route qui mène au stade Omnisport situé à Bépanda. Une situation qui est décriée par les populations qui appellent les autorités à éviter que le Cameroun ne vive la honte durant ces compétitions. Il s'exprime dans ce reportage que signent François Dikoumet et Sylvestre Hippolyte Zangao. Dès la traversée du pont sur la Dibamba, nous voici sur la pénétrante est de Douala. À peine quelques mètres parcourus, le constat est inévitable. Le chantier de construction de cette route est abandonné. Depuis le mois d'avril, engins et ouvriers ont disparu du site. Les terrassements effectués ont cédé la place à des lacs spontanés en temps de pluie. Circuler sur cette route est un véritable calvaire pour les automobilistes à cause d'interminables bouchons. Fortement sollicité, la pénétrante est de Douala le sera davantage pendant le CHAN que le Cameroun va abriter dans un peu plus de 3 mois. L'une des poules disputera ses matchs ici, au stade de Japoma, situé sur cet axe. Où sont partis les ouvriers et les engins qui s'activaient encore sur le site en début d'année, à la faveur du bal des visites ministérielles? En guise de réponse, une source au ministère des Travaux publics affirme que le chantier a dû être arrêté à cause des mesures barrières prises par le gouvernement au mois de mars pour lutter contre le coronavirus. Ces travaux reprendront dès que les pluies se feront moins abondantes, ajoute cette source. Une réponse qui peut donc laisser penser que la construction de la pénétrante est de Douala ne sera pas achevée avant le CHAN. Toujours sur la route du championnat d'Afrique des Nations, prévu dans moins de 4 mois, nous mettons le cap sur le quartier Bépanda Omnisport, où se trouve le stade de la réunification, qui va lui aussi recevoir les matchs du CHAN. La situation est pire. La route qui va du carrefour à Jip, au lieu d'y entrer Bépanda, est jonchée de crevasses, inondée d'eau de pluie. Les travaux de réhabilitation de cet axe, entamés en novembre 2019, sont au panneau stop. Motocyclistes et automobilistes sont en colère. Impossible de circuler sereinement. Regardez dans quelles conditions on circule. Est-ce qu'avec la CAN qui arrive là, on pourra circuler dans cette circonstance-là? Donc je vois qu'on n'est pas prêt. Et si on pouvait même encore remettre ça d'ici 2 ans, ça pourrait m'intéresser. Pour que nous soyons vraiment prêts pour satisfaire tous les étrangers qui viendront au Cameroun. Là, ça pourrait satisfaire tout le monde, je pense. Parce que cette route est vraiment... Regardez, nos motos, on est alignés là, les voitures, tout le monde souffre. Les gens sont en retard pour rien. En janvier, le délégué régional des travaux publics pour le littoral annonçait pourtant la fin des travaux en mars 2020, au plus tard. Du côté de la réunification, pour ce contrat qui est bien ficelé, ce sera quelque chose dans 2 mois, c'est terminé, puisque les travaux ont déjà commencé par anticipation. L'anticipation n'aura donc servi à rien. Les délais n'ont pas été respectés. Et le CHAN arrive à grands pas. Voilà l'état des lieux de l'axe principal qui mène au stade de la réunification de Douala, où les matchs
d'une des poules du CHAN vont se disputer dès le mois de janvier prochain. Une route impraticable depuis l'abandon des travaux au mois de mars dernier. Quand reprendront ces travaux? Silence radio du côté des autorités. Sur la route du CHAN 2021 pour Equinox Télévision, François Rodrigue Ducoumet, Sylvestre Hippolyte Zangaou. Et ils sont nombreux, des enfants qui risquent de manquer le train de la rentrée scolaire à l'extrême nord du Cameroun, et pour cause, de nombreuses écoles primaires sont encore fermées du fait de l'insécurité dans plusieurs localités ayant subi les affres de la guerre contre le terrorisme. Des organisations se mobilisent afin d'aider le gouvernement à assurer la sécurité et trouver des palliatifs à cette situation où des milliers d'enfants pourraient vivre une année scolaire blanche à l'extrême nord du Cameroun. Reportage Amadou Daïrou. De 2014 à 2020, près de 34 000 élèves du primaire et du secondaire ont déserté leurs établissements pour se mettre à l'abri des attaques de Boko Haram. Ce parent n'a plus revu son fils kidnappé dans son école. Je suis à présent traumatisé, c'est-à-dire que je suis dépassé. Il continue à se cacher dans les milles et venir toujours faire des gaffes. Pour envoyer les enfants à l'école, ça nous dépasse, nous sommes tellement touchés. Dans la région de l'extrême nord, le Mayo Kani, le Mayo Tchanaga, le Mayo Sava, le Logoneshari sont tous affectés, avec 71 établissements scolaires fermés jusqu'à ce jour. Beaucoup des élèves sont désœuvrés, ils ne vont pas à l'école. Nous avons 3 établissements secondaires qui ont été recasés. Alors, ils n'arrivent pas, ça fait 3 ans que ces établissements ne font pas de concours en 6e. Ce qui fait que les effectifs évoluent en dents de scie. Des enquêtes menées dans toute la région, écoles primaires et lycées demeurent des cibles privilégiées de ces attaques, transformant ces temples d'acquisition du savoir en de véritables champs de guerre. Nous retrouvons des objets de guerre dans les écoles, ce qui expose ces enfants à de nombreux risques sécuritaires. Et face à ce tableau sombre de la terreur dans les établissements scolaires, Plan Cameroun lance une opération de sécurisation des écoles, baptisée Safe School. Le Safe School est une déclaration qui vise à la protection des écoles, parce que les écoles ne soient pas victimes d'attaques, alors que les écoles ne soient pas utilisées comme espace militaire, que les enfants reçoivent des enseignements dans un milieu sûr et protecteur. Plan Cameroun forme la communauté éducative sur ce guide de protection des écoles dans un contexte d'insécurité dans la région. Donc avec ce comité, avec cet atelier, je pense que ça donne l'espoir à la communauté éducative de reprendre la sérénité. Sans caractère contraignant, la déclaration Safe School n'a nullement force de loi, plutôt un guide de sécurisation des écoles pour les États touchés par les exactions de Boko Haram. À quelques jours de la rentrée scolaire, des comités départementaux sont déjà à pied d'œuvre pour élaborer un plan d'action du retour des élèves à l'école en toute sécurité. Après ce reportage d'Amadou Daïrou et Jean-Paul Chouniat, la situation des instituteurs est tout aussi préoccupante, notamment ceux qui n'ont pas encore été intégrés à la fonction publique. Ils égrènent un chapelet de doléances adressées au pouvoir public, mais rien n'a changé dans leur quotidien. Ils déplorent la misère et souhaitent pourtant encadrer les enfants de la prochaine rentrée scolaire. D'autres précisions avec Equa Claude, Eric Ouattat et Kediara. Les instituteurs du Cameroun ne sont pas totalement prêts pour la rentrée scolaire 2020-2021. C'est du moins ce qui ressort de la rencontre du collectif des instituteurs frustrés du Cameroun, démembrement de la région du littoral. Nous sommes vraiment déboussolés. La veille de la rentrée scolaire, cet état d'esprit est vraiment à moins l'infini puisque nous attendons jusqu'à présent une liste additive qui n'est toujours pas arrivée. Pourtant, elle a été promise depuis le début. Nous avons entrepris des démarches et nous espérions que cette liste allait au moins être là cette semaine. La liste en question concerne le recrutement de mai dernier au sujet de 3000 instituteurs du ministère de l'Éducation de base. Un recrutement qui, selon ces instituteurs désormais frustrés, avait été entaché
de nombreuses irrégularités. La non-mention de l'année de quatrième. Deuxièmement, nous avons constaté qu'il y avait certains recrues qui avaient l'âge qui variait entre 21 et 23 ans, ce qui était très grave. Troisièmement, nous sommes rendus compte qu'ils n'ont pas tenu compte de l'ancienneté du quatrième. Nous estimons que si nous n'avons pas été retenus jusqu'ici, c'est tout simplement parce qu'il y a eu ces irrégularités. Alors, à la veille de la rentrée des classes, toujours en attente de la liste promise, les instituteurs essaient tant bien que faire se peut de peaufiner de nouvelles stratégies. Beaucoup d'instituteurs pensent que peut-être tout était perdu parce qu'il y a eu des affectations, il y a eu la signature des contrats qui pointent à l'horizon. Non, rien n'est perdu. Nous avons introduit plusieurs recours gracieux pour montrer, pour manifester aux autorités que nous ne sommes pas d'accord sur l'issue ou alors sur les réponses qu'ils nous donnent face aux revendications que nous avons posées. En attendant la réponse du ministère, quelques autres actions sont prévues. Dire que nous allons nous retrouver dans les salles de classe, ce serait dans des salles de classe du privé parce que nous n'avons pas été recrutés. Je crois que la meilleure chose à faire, c'est que le 5 octobre, nous nous retrouvions au ministère de l'Éducation de base, puisque c'est là où nous pouvons enseigner. Le regard perdu dans le vague, la mine un peu lugubre, ces enseignants espèrent avoir, dans les brefs délais, une réponse positive. La présidente du CPP, Kawala, membre du mouvement Stand Up for Cameroon, dénonce la brutalité du gouvernement camerounais qui agit dans l'illégalité pour violer les droits fondamentaux des citoyens pacifiques au regard de la mise en résidence surveillée du professeur Maurice Kamto et l'arrestation de plusieurs militants du MRC et d'autres activistes. Ce mouvement Stand Up for Cameroon exhorte les Camerounais à s'habiller en noir pour exprimer leur protestation pacifique et demander la libération de toutes les personnes arrêtées avant, pendant et après ces manifestations du 22 septembre. Il est également question de mobiliser les Camerounais autour des revendications politiques fédératrices. Des précisions avec Julienne Berthe-Bissaille. Quelques jours après les marches pacifiques du MRC, le mouvement Stand Up for Cameroon appelle l'ensemble du peuple camerounais à se vêtir en noir toute la journée du vendredi 2 octobre. Une action qu'a toujours menée Edith Kawala. Nous demandons aux Camerounais de se vêtir en noir le 2 octobre prochain pour démontrer qu'il est anormal d'arrêter des gens de façon arbitraire. Les personnes qui ont marché ont été arrêtées, y compris celles qui n'ont même pas manifesté. Pour la présidente du Cameroon People's Party, les Camerounais doivent se mobiliser pour une transition politique à la tête du pays. Il s'agit pour les organisations de l'opposition camerounaise, les partis politiques, les organisations de la société civile, les syndicats, d'autres groupes, de se mettre d'accord sur un cadre d'une transition politique pour le Cameroun. Au cours de cette conférence de presse, Stand Up for Cameroon exige la libération du leader du MRC, Maurice Kamto, ses militants et autres manifestants détenus dans des unités de police et de gendarmerie, ainsi que les 4 membres de sa plateforme incarcérés à la prison de New Bell. Il faut que l'État du Cameroun cesse avec les arrestations arbitraires qui ne respectent pas la loi. Nous ne pouvons pas avoir un État voyou. Le rôle de l'État, c'est d'être garant des libertés et de l'État de droit. Donc quand l'État commence à kidnapper les Camerounais, les mettre dans une situation où on ne peut pas avoir accès, ni leur famille, ni leur avocat, l'État est en violation directe de la loi. Nous avons des personnes qui ont été arrêtées, qui ne marchaient pas. Donc, on ne sait pas quelle est la raison, quel est le motif de l'arrestation de ces personnes. Nous vous avons parlé de 4 jeunes de Stand Up for Cameroon qui ont été arrêtés 5 jours avant. Grande a été notre surprise de découvrir qu'il y avait un lien dans la tête de certains avec la marche. L'appel du 2 octobre est donc lancé. Le peuple répondra-t-il favorablement à cette manifestation non violente du Vendredi noir? Là est toute la question.
Et sur les accusations portant sur l'insurrection, le MRC affirme avoir été approché il y a plus d'un an par des individus porteurs d'un tel projet. Le professeur Maurice Kamto avait décliné l'offre et alerté les responsables de la police afin que ces individus soient arrêtés. Selon ses avocats, le président national du MRC n'a jamais été impliqué ni de près ni de loin à un projet d'insurrection au Cameroun. Je vous propose à cet effet d'écouter Maître Emmanuel Sim, l'un des avocats du professeur Maurice Kamto. On n'en parle pas souvent, mais vous devez savoir qu'au lendemain de la présidentielle de 2018, des individus, y compris des étrangers, avaient approché la direction du MRC pour nous proposer de porter un vrai projet insurrectionnel armé contre le régime de M. Biya. Ces gens disaient que nos revendications pacifiques ne pouvaient aucunement renverser le régime. Le MRC, à l'époque, déjà avait dénoncé ces personnes auprès du délégué général à la Sûreté nationale qui nous a reçus aujourd'hui. On en parle. Alors que le pays assiste à une restriction des libertés publiques et une menace de dissolution des partis d'opposition, des analystes redoutent la reproduction d'un scénario cauchemardesque vécu en 2016, celui ayant conduit à l'enlisement d'un conflit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je vous propose de suivre Guy Zogo qui décrypte les faits saillants susceptibles de provoquer de tensions exacerbées sur le plan politique au Cameroun. L'histoire très récente de notre pays nous parle. C'est sous nos yeux, presque au ralenti, que la virulente crise anglophone actuelle s'est nouée au fil de quelques événements. Le 2 décembre 2016, Joseph Wirba, député du SDF dans le Nord-Ouest, avertissait lors d'une prise de parole énergique à l'Assemblée nationale que si rien n'était fait, on courait tout droit vers la révolte du peuple anglophone. Personne n'y prêta une oreille attentive. Pourtant, d'autres faits graves s'étaient déjà accumulés, lesquels donnaient du sens à cette prise de parole. Ainsi, la marche des avocats anglophones, le 8 novembre 2016, à Bamenda, avait tourné à la répression de ces hommes de loi. Plus tard, le 28 novembre de la même année, les étudiants de l'université de Boya allaient subir à leur tour la pire des répressions avec des actes dégradants et des images révoltantes. Le paroxysme fut atteint avec l'interdiction du consortium qui représentait sans nul doute la frange modérée du camp anglophone avec des figures comme Maître Félix Nkongo Akborbala. Dès lors, face à l'autisme des faucons du régime, le champ était laissé libre aux radicaux de la Smala anglophone dont la détermination à en découdre a conduit à l'interminable crise actuelle dans le nord-ouest et le sud-ouest. Comment ne pas craindre que les mêmes causes produisant les mêmes effets, le musellement actuel du champ politique camerounais au seul profit du RDPC au moyen de méthodes peu orthodoxes conduisent à une confrontation violente des forces politiques. Il ne reste alors que l'option du dialogue pour sauver les meubles et éviter le remake de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. En ce sens, une rencontre Paul Biya-Maurice Kamto ne serait pas superflue. Encore faut-il que ceux qui, dans le camp présidentiel, n'opposent que morgue et condescendance à l'opposition, l'entendent. Vous ne le savez peut-être pas, mais environ 17 000 Camerounais meurent chaque année à la suite des maladies cardiovasculaires, des médecins qui tirent la sonnette d'alarme sur les comportements à risque et autres croyances traditionnelles et religieuses qui aggravent la progression de cette maladie au Cameroun. Explication avec Steve Eboulet et Nadine Yambou. Au Cameroun, environ 17 000 personnes décèdent chaque année de suite de maladies cardiovasculaires, révèle la Société camerounaise de cardiologie. Comme principale cause de cette résurgence, la mauvaise hygiène de vie avec la consommation excessive du sel, de l'alcool et autres stupéfiants. La forte consommation de sel, la forte consommation de sucre dans des boissons gazeuses, que ce soit des jus de fruits qui contiennent excessivement de fruits, sont des lits, n'est-ce pas, qui favorisent, n'est-ce pas, l'obésité. Or, l'obésité aussi est l'un des facteurs qui expose les Camerounais, n'est-ce pas, à développer des maladies cardiovasculaires. Et aussi, il faut dire, les gens sont de plus en plus adonnés à l'alcool.
Ils boivent à longueur de journée, à longueur de nuit, et aussi consomment excessivement du tabac. Parmi ces multiples facteurs de risque figurent la sédentarité et le manque d'exercice physique. Pour ceux des patients souffrant d'hypertension artérielle, leur situation se complique parfois avec les croyances traditionnelles et même religieuses. Certains refusent le suivi médical. Alors vous avez des personnes qui refusent d'accepter l'hypertension artérielle, soit parce ils croient aux guérisseurs traditionnels, ils savent qu'ils vont prendre des potions qui vont traiter l'hypertension artérielle. Et d'autres personnes qui croient qu'ils vont prier et Dieu les a guéris de l'hypertension artérielle. Alors, vous avez beau leur expliquer, ils s'entêtent à croire que Dieu les a guéris alors que les chiffres tensionnels sont élevés, alors que les chiffres glycémiques sont élevés, alors que l'obésité est palpable. Ce genre de personnes s'obstinent à croire que de façon miraculeuse, ils ont obtenu une guérison et naturellement les complications vont s'installer avec le temps. D'après des spécialistes de la santé, une personne sur 3 souffre d'hypertension artérielle au Cameroun et environ 30% de la population sont victimes de maladies cardiovasculaires et elles représentent la 2e cause de mortalité dans le pays. Au-delà des conséquences fâcheuses sur le plan de la santé, les maladies cardiovasculaires affectent négativement les revenus des ménages et les performances en entreprise. Un patient qui fait un accident vasculaire cérébral à la phase aiguë de sa prise en charge, il faut environ 700 000 francs pour le soigner. Quelles sont les familles qui peuvent disposer d'un coût de 700 000 francs sans assurance maladie pour prendre en charge un patient dont on n'est pas sûr de la récupération totale? C'est une catastrophe pour la famille parce qu'en fait le budget familial sera détourné, n'est-ce pas, vers la prise en charge de celui qui était le pourvoyeur des ressources et de facto il y aura des enfants qui ne pourront plus aller à l'école, il y a d'autres parents qui ne pourront plus se nourrir normalement, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand les personnes sont victimes d'hypertension artérielle, de diabète, d'insuffisance cardiaque ou encore d'insuffisance rénale, ça crée aussi un manque au niveau du fonctionnement de la société dans la mesure où il y aura des absences répétées au lieu des services, il y aura des repos maladie régulièrement donnés, ainsi de suite. Ça fait que ça impacte même sur la société dans laquelle ils sont actifs. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 80% des maladies qui affectent le cœur sont évitables par la prévention. Et ceci devait être une affaire de tous, précisent des médecins. À l'occasion de la Journée mondiale du cœur, qui se célèbre tous les 29 septembre de chaque année, des spécialistes de ces pathologies insistent sur l'importance d'avoir une bonne hygiène de vie et surtout de se faire consulter pour se mettre à l'abri de ces tueurs silencieux. Dans l'escale internationale, le représentant spécial des Nations Unies a réitéré son appel à tous les acteurs politiques ivoiriens pour qu'ils poursuivent leur engagement pour l'organisation d'une élection pacifique et inclusive dans le respect des droits de l'homme. Il a salué les gestes d'apaisement, notamment le fait que plusieurs acteurs politiques ont été libérés il y a quelques jours. Il a invité le gouvernement à plus de mesures d'apaisement dans le pays. Ce sont des tensions qui sont enregistrées au moment où l'opposition appelle encore au retrait de la candidature d'Alassane Dramane Ouattara. Pendant ce temps, les États-Unis vont vivre le premier débat entre les principaux candidats à la prochaine élection américaine. Le débat entre Donald Trump, président sortant, et Joe Biden, candidat démocrate. On voit tout cela dans la mouture internationale que signe Isabelle Carole Zoupet. Depuis l'annonce du rejet des candidatures des 2 leaders d'opposition, Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, la situation en Côte d'Ivoire est de plus en plus préoccupante. Les tensions ont déjà été observées dans certaines parties du pays et la récente sortie de l'ex-président et candidat Henri Konan Bédié appelant les populations à la désobéissance civile est loin d'avoir apaisé les esprits. Alors que les manifestations sont interdites par décret en Côte d'Ivoire, le camp du président Ouattara critique une attitude irresponsable de la part de l'opposition et appelle les populations à la sérénité. La société civile, les ONG et l'opinion internationale ne cessent d'appeler tous les partis à la retenue pour éviter le chaos. En attendant le verdict des urnes le 31 octobre prochain, les regards restent donc rivés sur la Côte d'Ivoire, dont on connaît le difficile chemin vers la paix parcouru jusqu'ici. Situation presque similaire aux États-Unis, où c'est dans un contexte marqué par les violences particulières que se déroule la campagne pour la présidentielle de novembre prochain. Alors que le président sortant Donald Trump n'a pas fini de répondre sur le scandale concernant sa situation fiscale, il affrontera ce mardi le candidat démocrate Joe Biden lors du premier débat télévisé.
étape cruciale dans cette campagne présidentielle. Et la présidentielle en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara répond à la Cour africaine des droits de l'homme, laquelle a demandé que Laurent Gbagbo et Guillaume Soro soient réintégrés à la fois sur le fichier électoral et dans le processus en cours. Il a rejeté ces décisions de la Cour africaine des droits de l'homme. Je vous propose d'écouter le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Je crois que nous nous sommes déjà prononcés sur les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Pour nous, ce sont des décisions qui sont nulles et de nul effet, qui porteraient atteinte à notre souveraineté. Nous ne les appliquons pas, nous n'avons pas l'intention de les appliquer. Et je signale que sur 54 États membres de l'Union africaine, il y avait 9 qui étaient membres de la Cour africaine. Et depuis le retrait du Bénin, du Rwanda et de la Côte d'Ivoire et même de la Tanzanie, il ne reste plus que 6. Donc, il y avait 10 pays seulement qui étaient membres. Maintenant, il y en a 4 qui se sont retirés. Il n'y a que 6 pays qui reconnaissent l'autorité de la Cour africaine des droits de l'homme et qui est sous tutelle de l'Union africaine. Par conséquent, pour nous, c'est une décision nulle, de nul effet, qui n'est pas applicable et qui ne sera pas appliquée en Côte d'Ivoire. Alors que certains acteurs politiques ivoiriens appellent à la désobéissance civile, le président Alassane Dramane Ouattara met en garde les fauteurs de troubles et souhaite que l'élection présidentielle prévue le 31 octobre prochain se déroule dans des conditions pacifiques et compte mobiliser les moyens de l'État afin de dissuader les fauteurs de troubles, a-t-il indiqué. Je vous invite à le suivre à nouveau. Une constitution, je l'ai toujours avec moi. Nous avons des institutions. Et je demande que chacun respecte la Constitution, les lois de la République et les institutions. Moi, j'ai été floué pendant des années ici, vous le savez tous, aussi bien pour l'élection présidentielle de 2000 que pour les législatives même de 2000. On a mis du blanco sur mes dossiers pour les éliminer. On a fait de la tricherie, du mensonge, mais tout ça, je laisse derrière moi. Une élection présidentielle, ce n'est pas un jeu d'enfant. Les autres veulent le pouvoir, pourquoi? Pour dilapider les fonds de la République à nouveau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors moi, je suis fier de mon bilan. Et je continuerai. Alors, je mets en garde tous ceux qui veulent mettre le désordre. Si c'est ce qu'ils veulent, ils m'auront en face d'eux. Parlons à présent du prix Castel 2020 qui s'est organisé avec le soutien de la Société anonyme des brasseries du Cameroun, qui sont les lauréats. Quels sont les prix qui ont été récompensés durant cette cérémonie? Élément de réponse dans ce public reportage. Et de 3 pour le prix Pierre Castel au Cameroun. La grande compétition qui valorise les talents et la création locale a primé le 22 septembre dernier ses lauréats pour l'édition 2020. C'était au cours d'une cérémonie sobre à laquelle ont pris part les autorités administratives de la ville de Douala, les opérateurs économiques, le jury et son président Emmanuel Le Taïli, par ailleurs directeur général du groupe SABC. Pour cette édition, comme pour les précédentes, la qualité des projets présentés a une fois de plus mis en valeur la capacité d'innovation des jeunes porteurs de projets camerounais. C'est le cas par exemple du jeune Delors Louis Ngouno qui a développé une chaîne de production de chips de plantain au niveau industriel. Une trouvaille qui lui a permis de décrocher le premier prix, accompagné d'une enveloppe de 15 000 € et d'un mentoring personnalisé d'une durée de 1 an et demi par le fonds Pierre Castel. L'argent du prix Pierre Castel va nous aider à pouvoir booster notre production, pouvoir produire moins cher, pouvoir attaquer des marchés comme le marché de la sous-région et le marché international où nos produits sont de plus en plus demandés. Il en va de même pour Emmanuel Clovis Mboudier d'Omché qui décroche le 2e prix grâce à son projet de transformation et de commercialisation d'un thé aromatisé et du yaourt à base de Garcinia Cola, communément appelé Mbita Cola. Avec la dotation, nous allons augmenter quelques marchés. Et la visibilité, nous allons continuer à chercher des partenaires et des investisseurs et améliorer également nos projections avec les formations que le fonds met à notre disposition.
Pour le groupe SABC et pour le jury de cette 3e édition du prix Pierre Castel Cameroun, l'aventure qui a débuté en 2018 a une fois de plus permis de mettre en valeur la qualité des talents locaux et l'engagement du groupe SABC à soutenir l'émergence de leaders entrepreneurs camerounais et africains. SABC, c'est une grosse machine, c'est un énorme groupe. Et là, nous arrivons à des dimensions où nous aidons, nous nous mettons au niveau des jeunes entrepreneurs en tentant de gagner en souplesse, en agilité, au travers du fonds Pierre Castel, pour leur donner de la visibilité, c'est la première ambition. Et la deuxième ambition, c'est d'essayer de les aider à concrétiser leurs projets, ou alors également pour ceux dont les projets sont déjà matures, comme notre lauréat Delors sur les chips de Madame Plantin, de faire en sorte qu'ils puissent passer à des niveaux supérieurs de développement et qui réclament une certaine expertise et qui réclament aussi du financement. Pour rappel, le prix Pierre Castel s'est donné pour ambition d'identifier et de soutenir les jeunes entrepreneurs qui, à travers leurs projets dans les domaines de l'agriculture et de l'agroalimentaire, contribuent au développement social et sociétal de leur pays. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Manifestation du 22 septembre, Edith Kabangwala annonce de nouvelles protestations. La présidente du CPP, membre du mouvement Stand Up for Cameroon et d'autres organisations souhaitent que des Camerounais s'habillent en noir pour marquer leur solidarité et leur protestation à l'encontre de ces dérives observées au Cameroun depuis le 22 septembre 2020, à savoir l'arrestation de plusieurs manifestants pacifiques dans les principales villes du Cameroun. Elle déplore l'attitude répressive du gouvernement et l'invite à respecter le droit fondamental de tout citoyen, à savoir exprimer sa liberté d'expression, de manifestation et d'opinion. C'est Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h. Dans un instant, la suite.